coaching a le vent en poupe. Nous sommes nombreux à faire appel à un coach lorsqu'on ressent le besoin d'être accompagné sur le plan professionnel. Souvent, c'est dans un moment de doute, de difficulté, de transition ou de crise. Mais qu'est-ce que le coaching ? Et surtout, qu'est-ce qu'un coach ? En quoi consiste son accompagnement ? Quelle doit être sa formation ? Et que faut-il en attendre ? C'est l'objet de ce podcast. Je m'appelle Véronique Alzieux, je suis journaliste et l'idée de ces épisodes est née de discussions avec Stéphane. C'est un ami de longue date, il est marié, il a 3 enfants et une longue carrière dans le milieu bancaire derrière lui. Il a opéré une reconversion à l'âge de 58 ans à la suite d'un burn-out. C'est donc un jeune coach, mais il est riche de son expérience professionnelle et personnelle. Et pour lui, cette nouvelle orientation est cohérente et enfin, il retrouve du sens à son travail. Le reste, c'est lui qui le raconte. Alors, j'étais directeur commercial dans un métier un peu spécialisé qui concerne l'international pour les entreprises qui importent, qui exportent et comment les aider à sécuriser, à financer ces grandes opérations d'import et d'export. Et puis aussi sur un métier qu'on appelle l'affacturage, qui est aussi une façon pour l'entreprise de financer sa trésorerie à court terme à partir de ses factures clients. Tu avais une équipe ? J'avais une équipe qui a évolué en nombre entre 15 et 20 experts dans ces métiers-là, sur toute la France. Et en fait, j'ai commencé le management alors, comme sous-directeur, donc j'avais un manager au-dessus de moi. Et c'est vrai que très vite, je l'ai fait avec qui j'étais, avec mon identité propre, ma façon de concevoir les relations avec une équipe. Et alors, ça reposait sur quoi essentiellement ce management ? Tu dis que tu l'as pratiqué avec ce que tu étais, c'est-à-dire ? Moi, j'appelle ça un management participatif ou plutôt collaboratif. En fait, quand j'ai vraiment été manager, je manageais des gens qui exerçaient des métiers que je n'avais pas pratiqués, que je ne connaissais pas. En fait, j'ai vite pris conscience que être manager, ça n'est pas être expert en tout. C'est ce que je me disais, je peux ne pas savoir, mais je ne suis pas là pour être technicien, pour être expert. Mon rôle, c'était pour moi vraiment d'aider mes collaborateurs et mes collaboratrices d'être le plus autonome possible, de monter en compétences, d'être le plus responsable possible, et surtout de créer des synergies au sein d'une équipe entre eux. C'est-à-dire que pour moi, c'était important de déceler les talents de chacun, la couleur de chacun, la particularité de chacun et de chacune, et de voir en quoi ça pouvait être bon, bénéfique et une excellente synergie pour l'équipe de mettre au service et de partager avec l'équipe. Le basique, y compris en rendez-vous client, c'est l'écoute, c'est le questionnement, et c'est surtout de passer du temps avec eux. Tu vois, ces 15 dernières années, mes collaborateurs étaient répartis sur toute la France. Je ne travaillais pas avec eux dans le même open space, par exemple. Donc le management en délocalisé, c'est très particulier. Et ça m'a poussé à dire, allez, je vais passer 2 jours, 3 jours avec toi, dans ta région. Et donc on a du temps pour échanger, pour discuter au-delà du boulot, mais aussi de comment ça se passe dans ton quotidien, c'est quoi tes relations avec les autres collaborateurs, avec tes clients, et même éventuellement, si eux étaient OK pour ça, de parler de choses même plus personnelles, plus privées. C'était important. Moi, je n'allais jamais dans le forcing, mais voilà, s'ils étaient OK pour me partager une difficulté familiale, personnelle, c'était important pour moi de le savoir, en tout cas. Ça suppose une relation de confiance. Alors, ça suppose une relation de confiance et aussi qu'ils se sentent en sécurité. Je ne suis pas là juste pour relever les compteurs. Je suis vraiment là pour voir qu'est-ce que je peux leur apporter. Donc, c'est des suggestions, c'est... Voilà. Ça ressemble pas un peu au coaching, ce que tu faisais là ? Alors, c'est amusant que tu me dises ça, parce que justement, pendant ma formation, comme ma formation, je l'ai faite à Paris, j'ai toujours conservé des contacts avec certains et certaines de mes anciennes équipes. Et je racontais à une ancienne collègue en quoi... qu'est-ce que c'était que le coaching, qu'est-ce que j'apprenais en fait. Quand tu étais en formation. Quand j'étais en formation. Et donc, quand je lui décrivais un peu tout ce que j'apprenais, tout ce que je pratiquais, elle marquait un instant de silence et elle m'a dit en fait, c'est ce que tu faisais avec nous. Je dis, comment ça ? Oui, regarde, rappelle-toi de telle situation.
Tu n'imposais jamais ton avis, tu ne disais pas c'est comme ça qu'il faut faire, vous avez tort, machin, mais dire ok, et si on faisait ça, et même elle m'a recité un exemple où on avait abordé un dossier d'une certaine façon, et cette jeune femme, justement, a dit mais moi, je pense qu'il faut l'envisager complètement à l'inverse, si on veut obtenir un accord de crédit. Et à ce moment-là, ça a fait tilt, et je me suis dit mais tu as raison, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je me suis dit, elle se sent suffisamment en confiance pour exprimer une opinion qui est complètement inverse de ce que lui explique son À manager. rebours Complètement à rebours. du reste. Donc je lui dis, pour moi, ça, c'est une marque, elle est en confiance et en sécurité. C'est une grande liberté. Et moi, je témoigne que d'autres dans mon équipe peuvent avoir des idées bien plus ajustées que les miennes pour atteindre notre but qui est d'obtenir un accord et satisfaire le client et la banque. Donc finalement, si tu t'es orienté vers le coaching à un moment de ta vie professionnelle dont on va parler dans un instant, c'est pas totalement par hasard. Il y a une suite logique, ou en tout cas, il y avait déjà des jalons qui étaient posés. Il y a une suite logique où j'ai toujours placé l'humain en priorité et au centre. Voilà résumé en quelques minutes des années de vie professionnelle et surtout l'état d'esprit dans lequel Stéphane a managé ses équipes. Mais tout ça a pris fin dans la douleur parce que Stéphane a vécu ce que 30 000 salariés vivraient selon une étude réalisée par l'Institut de veille sanitaire entre 2007 et 2012. Ça s'appelle un épuisement total qu'on appelle aujourd'hui burn-out. En fait, ça veut dire une fatigue chronique depuis des mois et des mois, j'allais dire presque un an et demi, 2 ans. Donc un sommeil extrêmement perturbé. Et donc c'est une fatigue continue. C'est pas comme quand on a des coups de bourre et puis pendant 1 mois, 2 mois, et puis après on ressort, on se repose pendant les vacances. Là, rien n'y faisait. Le déclencheur, c'est le travail, une très forte pression. Tu l'avais identifié ? Oui, bien sûr. C'est le travail, c'est une très très forte pression. Une technique par un manager de harcèlement, d'isolement, de demandes répétées, impossibles à réaliser, à tenir, etc. etc. Et puis, une technique aussi, effectivement, d'isolement. Quand tu dis technique, c'était donc une espèce de stratégie qui était mise en place ? Il y avait une stratégie que je n'ai vue qu'après. Dans quel but ? Dans le but, je vais te donner exactement l'épisode. Mon premier entretien avec ce nouveau manager, qui n'était pas français, pour faire connaissance, tous les deux en visio, parce qu'en plus, il nous manageait de l'étranger. Il me demande de me présenter, je commence à lui présenter un peu mon parcours, puis il me coupe la parole. J'ai compris que ça ne l'intéressait pas, et il me dit « Bon, Stéphane, tu comprends, j'ai un problème, j'ai 2 directeurs commerciaux. » Bon, oui, et donc le but, c'était que je sorte, naturellement, que je donne ma démission. Mais je l'ai compris qu'après. Au bout de combien de temps ? Une fois que j'ai commencé à me remettre un peu de mon burn-out. Ce burn-out, il s'est soldé par quoi exactement ? Alors, un arrêt maladie ? Il s'est soldé par un arrêt maladie, d'abord par une lutte contre ça. Donc il y a une période de déni complète. De déni, c'est-à-dire que non, j'ai connu des moments difficiles, ça va aller, je vais m'en sortir, c'est juste une passe en fait. Et puis une prise de conscience grâce à d'ailleurs un week-end à Nice où j'ai pris conscience qu'avec des amis que je n'arrivais pas du tout à dormir, à me détendre et à profiter de tout le bon temps qu'on m'offrait. Donc le lendemain, je suis retourné au boulot et voilà, ça a été un tsunami. J'ai ouvert mon ordinateur, en 2 jours j'avais 300 mails, ça a défilé et là j'ai fermé mon ordinateur, j'ai les débranché, j'ai appelé ma femme et j'ai dit je vais voir le médecin. Donc ce médecin qui m'avait déjà proposé de m'arrêter, auquel j'avais dit non, c'était pas possible, j'avais une équipe, enfin voilà, ça c'est le discours classique. C'est moi qui lui dis ben voilà. À ce moment-là, j'ai pris conscience, au bout de 3 jours, que je ne savais plus lire, je ne savais plus écrire, je ne savais plus conduire,
Mais je pouvais quand même me lever le matin et faire des petites choses manuelles. Et donc j'ai profité de cette brèche pour mettre en place une stratégie pour faire des petites choses manuelles. 9 mois après, j'ai appris que la banque dans laquelle je travaillais mettait en place un plan social et que j'étais dedans. Ça a été un déclencheur. Je me suis dit, là, c'est la chance de ma vie. Parce que j'étais venu à la conclusion, à la première étape, qui est de dire, je ne veux plus y aller, je ne veux plus y retourner, ça n'a pas de sens, je ne tiendrai pas 3 jours. Voilà, donc c'était déjà, voilà ce dont je ne veux plus. C'est la première étape, souvent. Donc ça m'a invité à réfléchir sur l'après, même si je n'étais pas encore complètement rétabli. Qu'est-ce que je voulais faire ou transformer pour demain? Tu avais quel âge? À ce moment-là, j'avais 58 ans. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Je me souviens d'un épisode marquant. J'avais 57 ans, en fait, à l'époque. Ça n'allait pas bien du tout, déjà, à l'époque. C'était l'été, j'étais en vacances, j'étais vraiment en grande souffrance. Et je discutais donc avec quelqu'un qui me connaît très bien. Et je lui disais, mais tu te rends pas compte, j'ai 57 ans, si on veut me virer, j'aurai plus de boulot. À 57 ans, on est foutu, je ne retrouverai plus jamais de travail. Et puis j'avais tous les arguments, et puis je le savais, que le marché du travail, la seniorité est très avancée, parce qu'on est déjà senior à 45 ans. J'expliquais à la personne, non, mais en même temps, je disais, mais tu comprends pas, quoi, t'es un déni de réalité, quoi. La réalité, c'est celle-là. Et la personne a montré un moment de silence et m'a dit, mais tout ça, c'est dans ta tête. Je suis resté sans voix et en même temps, ça a commencé à ébranler cette croyance. Voilà, c'est le point marquant. Ça a pris combien de temps tout ça, entre le début de ce harcèlement et puis le début de ta formation comme coach? Alors, il s'est écoulé 18 mois. Pourquoi le coaching? Alors, pourquoi le coaching? J'ai démarré ma réflexion sur mon projet, parce que je devais présenter un projet à la banque pour bénéficier de ce plan. Ça a été de dire, mais au fond, les 2 dernières années qui m'ont mis dans cet état ne sont pas les 27 années que j'ai passées dans cet établissement. Et voilà, j'ai énormément appris, j'ai rencontré des gens absolument formidables, avec qui je garde encore aujourd'hui des liens. Tu as aimé ton métier. Et donc j'ai aimé mon métier et j'ai aimé certaines personnes avec qui j'ai travaillé. Et j'ai dit, au fond, c'est quoi le fil rouge au-delà de toutes les tensions, les problématiques, les conflits, les aberrations, les incohérences du système, etc., etc. Je me suis dit, mais au fond, ce qui me faisait le plus de bien, ce qui me nourrissait le plus, ce qui me motivait le plus à me lever le matin, c'était les rendez-vous auprès des chefs d'entreprise, en me disant, tiens, je vais aller voir tel client ou tel prospect, je vais apprendre à le connaître, à comprendre ses besoins, aller à visiter, ses ateliers, son usine, etc. Donc c'était vraiment ça, passer du temps. Et c'était les hommes et les femmes avec qui je travaillais. Quand je savais que j'allais passer 3 jours à Nantes, à Lille, à Marseille, à Bordeaux ou à Strasbourg, j'étais content d'aller passer 2-3 jours, d'aller voir des clients, de faire le point avec le réseau. Voilà, c'était la relation. En fait, voilà, le mot qui est venu, c'est la relation. Et remonter donc ces 2 points dont je t'ai parlé, c'est-à-dire ce coaching de management et cette formation process communication. Et je me suis dit, mais au fond, j'ai passé mon temps à écouter les clients et à poser des questions pour comprendre leurs besoins. Voilà, j'ai fait comme ça. Et la deuxième chose, dit, que disent les autres de moi? Comment est-ce que tu l'as su, ce que les autres disent de toi? Parce que je leur ai demandé. Voilà, et c'est vrai que il y a 2-3 choses de ceux qui me connaissent, ma famille, mes amis, qui m'ont dit, tu as une grande capacité d'écoute naturelle. Donc ça a confirmé. Voilà, les choses. Et tu mets en confiance. Je me suis dit, c'est assez cohérent avec l'accompagnement. Au début, je ne parlais pas de coaching, je parlais d'accompagnement. Et tu t'es lancé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même faire des choix. Il faut se jeter à l'eau. Au fond, c'est ça, c'est venu naturel. Et je me disais, c'est cohérent avec ce que j'ai fait, ce que j'ai envie de faire, ce que je ressens. Je pense que je me suis donné la permission de me faire confiance. C'est la fin de ce premier épisode. On se retrouve très vite avec Stéphane pour continuer nos échanges et cette fois parler de ce qu'est exactement le coaching,
sur quoi il repose et quelles sont les valeurs auxquelles il tient. À très bientôt.